Puis-je manger tes restes, fille sans abri demande un millionnaire ignorant quelle est sa mère. Puis-je manger vos restes, demanda une fille sans abri à une millionnaire, sans savoir quelle était sa véritable mère. Avant que l'histoire ne commence, peu importe où la vie vous a placé aujourd'hui, ce message est pour vous. La pluie d'automne tambourinait contre les fenêtres du Choron, le restaurant le plus exclusif de Manhattan, où un seul repas coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en une semaine. Victoria Sterling était assise seule à sa table habituelle, dans un coin. Ses doigts parfaitement manicurés étaient enroulés autour d'un verre à vin en cristal, regardant les gouttes glisser sur la vitre comme des larmes qu'elle avait oublié comment verser. À 52 ans, Victoria avait tout ce que l'argent pouvait acheter, un pantouse surplombant Central Park, une société d'investissement prospère et une réputation qui lui ouvrait toutes les portes de la ville. Et pourtant, ce soir-là, comme tant d'autres, elle se sentait vide. Le repas coûteux devant elle avait refroidi, intouché, tandis que son esprit vagabondait vers des lieux qu'elle s'était entraînée à éviter. « Excusez-moi, madame. » La petite voix se fit à peine entendre au-dessus du doux jazz du restaurant. Victoria leva les yeux, s'attendant à voir un serveur, mais se retrouva face aux yeux verts les plus extraordinaires qu'elle ait jamais vus. Ils appartenaient à une fillette d'accent grave peine 8 ans, dont les vêtements pendaient comme des loques sur son petit corps. Ses cheveux bruns étaient emmêlés et sales, et son visage portait la sagesse prématurée que seule la dureté de la vie peut enseigner. « Est-ce que je peux manger vos restes » chuchota l'enfant, la voix tremblante de faim et de gêne. « Je promets de ne pas faire de désordre. » Le restaurant tomba dans un silence pesant. Les autres clients se retournèrent pour regarder, certains avec dégoût, d'autres avec pitié. Le maître d'hôtel accourut, le visage rougi de honte. « Mademoiselle Sterling, je suis terriblement désolé. La sécurité va l'éloigner immédiatement. » « Non. » La voix de Victoria trancha l'air comme de la glace. Il y avait quelque chose chez cet enfant qui avait touché une partie d'elle qu'elle croyait morte. « C'est bon, Henri. Laissez-la rester, s'il vous plaît. » La petite fille leva les yeux, surprise, ses yeux verts écarquillés d'incrédulité. Victoria examina son visage plus attentivement, et une sensation étrange l'envahit, une reconnaissance sans compréhension, une attirance inexplicable. « Comment tu t'appelles, ma chérie » demanda doucement Victoria, en poussant son assiette intouchée vers l'enfant. « Emma » répondit la fillette, ses petites mains se précipitant vers la nourriture. Tandis qu'elle mangeait avec une faim désespérée, Victoria remarqua quelque chose qui lui coupa le souffle. Autour du cou de l'enfant pendait un petit médaillon en argent, terni et à peine visible sous la saleté, mais indéniablement familier. La main de Victoria se porta instinctivement à sa gorge, là où un médaillon identique avait autrefois reposé. Son cœur se mit à battre plus vite, alors que des souvenirs profondément enfouis refaisaient surface. La forme du visage d'Emma, ses yeux, même sa manière d'incliner la tête quand elle parlait. « Emma » dit Victoria avec précaution, « depuis combien de temps es-tu dans la rue » ? « Depuis mes 5 ans, répondit Emma entre deux bouchées, comme si l'itinérance était la chose la plus naturelle au monde. Ma famille d'accueil disait que j'étais trop compliqué. Les mots frappèrent Victoria comme un coup physique. Tandis qu'Emma continuait à manger, son esprit s'emballait, des dates, des hypothèses impossibles, et pourtant trop cohérentes pour être niées. Tu sais quelque chose sur tes parents biologiques ? La voix de Victoria n'était qu'un murmure. Emma secoua tristement la tête. La dame de la famille d'accueil disait que ma maman ne voulait pas de moi. Qu'elle m'avait abandonné parce que je n'étais pas assez bien. Le verre à vin glissa des doigts tremblants de Victoria et se brisa sur le sol en marbre. Mais elle ne remarqua presque pas le bruit, ni les murmures inquiets des autres tables. Tout ce qu'elle voyait, c'était cet enfant belle et brisé, qui pouvait être. Emma, dit-elle, la voix nouée d'une émotion qu'elle ne pouvait plus retenir, est-ce que tu voudrais venir chez moi ce soir ? Juste pour un lit chaud et un vrai repas ? Emma leva les yeux, une lueur d'espoir dans ses yeux verts si familiers. Vous le pensez vraiment ? Mais alors que Victoria acquiesçait, incapable de faire confiance à sa propre voix, elle aperçut quelque chose qui glaça son sang. Là, partiellement cachée par la manche déchirée d'Emma, se trouvait une tache de naissance distinctive, une petite forme de croissant de lune sur son poignet gauche. Le monde de Victoria bascula. Elle avait exactement la même tache de naissance, au même endroit. Alors que le restaurant s'activait autour d'elle, nettoyant les éclats de verre et murmurant au sujet de cette scène étrange, Victoria fixait l'enfant qui lui avait demandé ses restes. L'enfant qui pourrait être la fille qu'on lui avait dit morte il y a 18 ans dans un incendie à l'hôpital. La fille qu'elle n'avait jamais cessé de pleurer.
Le trajet jusqu'aux pentouses de Victoria se fit en silence, à l'exception du doux ronronnement de la Mercedes et des reniflements discrets d'Emma. L'enfant était collé à la vitre, émerveillé par les immeubles qui défilaient. Ses petites mains serraient la boîte à emporter qu'Henri avait insisté pour remplir de nourriture supplémentaire. « Je n'ai jamais été dans une voiture aussi belle », murmura Emma en caressant les sièges en cuir. « C'est plus doux que n'importe quel lit où j'ai dormi. » Le cœur de Victoria se serra. Chaque mot de cet enfant semblait destiné à briser les murs qu'elle avait mis des décennies à construire. Alors qu'elles entraient dans le garage souterrain de l'immeuble, Victoria remarqua les yeux d'Emma s'écarquiller de surprise. « Tu habites ici ?» demanda Emma alors que l'ascenseur montait au 42e étage. « Toute seule ?» « Oui », répondit simplement Victoria, bien que ce mot ait soudainement semblé plus lourd que jamais. « Toute seule. » Ces mots l'avaient hantée pendant des années. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur le penthouse de Victoria, un souffle d'étonnement s'échappa des lèvres d'Emma et résonna dans le hall en marbre. L'espace était impeccable, des fenêtres du sol au plafond avec vue sur Central Park, de l'art moderne valant plus cher que la plupart des maisons, des meubles dignes des magazines. C'était magnifique. Froid. Et complètement sans vie. « C'est réel ?» demanda Emma, la voix à peine audible, en s'avançant prudemment dans le salon. « Très réel », dit Victoria, observant le visage de l'enfant. « Emma, quand as-tu pris un vrai bain pour la dernière fois ?» Les joues d'Emma devinrent rouges. « J'essaie de me laver dans les toilettes publiques quand je peux, mais, ça fait un moment. »« Viens, » dit doucement Victoria en l'amenant vers la salle de bain d'amis. « On va te laver, et ensuite, on te trouvera quelque chose de confortable à mettre. » Alors que la baignoire se remplissait d'eau chaude, Victoria observait le reflet d'Emma dans le miroir. Sans la saleté, la ressemblance était encore plus frappante. La forme de son nez, la courbe de son sourire, même sa manière de bouger les mains en parlant, c'était comme voir un fantôme de son passé. Pendant qu'Emma se baignait, Victoria fouilla dans son placard et trouva un vieux sweatshirt de Harvard. Il serait immense sur l'enfant, mais chaud et doux. Quand Emma sortit de la salle de bain, propre et rayonnante, Victoria dut s'agripper au chambranle de la porte pour ne pas vaciller. « Tu es magnifique, » dit-elle, la voix chargée d'émotion. Emma sourit, puis prit un air sérieux. « Madame, je ne connais pas votre nom. »« Victoria. »« Tu peux m'appeler Victoria. »« Victoria, » répéta Emma avec précaution. « Pourquoi êtes-vous aussi gentille avec moi ? La plupart des gens font semblant de ne pas me voir. » Victoria s'agenouilla à son niveau, plongeant son regard dans ses yeux verts extraordinaires. « Parce que tout le monde mérite de la gentillesse, Emma. Et parce que... » Elle hésita, « parce que j'ai le pressentiment que toi et moi, on va être très importantes l'une pour l'autre. » Assise dans le salon, partageant un chocolat chaud, les paupières d'Emma commencèrent à se fermer. Victoria avait préparé la chambre d'amis, mais elle se sentait réticente à laisser l'enfant hors de sa vue. « Victoria, » murmura Emma en somnolant, « tu crois que ma vraie maman pense encore à moi ?» La question frappa Victoria comme un coup de massue. « Je suis sûr que oui, ma chérie. Je suis sûr qu'elle pense à toi chaque jour. » Alors qu'Emma s'endormait enfin sur le canapé, Victoria retira doucement le médaillon terni autour de son cou. D'un geste tremblant, elle l'ouvrit. À l'intérieur, une minuscule photo, tellement fanée et abîmée qu'elle en devenait à peine reconnaissable. Mais Victoria reconnaîtrait ce visage entre mille, c'était le sien, il y a 18 ans, tenant un nouveau-né dans ses bras. Les mains de Victoria tremblaient alors qu'elle fixait cette preuve impossible, le bébé qu'on lui avait dit mort dans un incendie à l'hôpital. La fille que Victoria avait pleurée pendant près de 2 décennies, avait survécu. D'une manière ou d'une autre, contre toute logique, ce bébé était en vie. Mais comment ? Et pourquoi lui avait-on dit qu'Emma était morte ? Victoria passa la nuit à arpenter son bureau, le médaillon ouvert posé sur son bureau tel une preuve d'un crime qu'elle commençait à peine à comprendre. Toutes les quelques minutes, elle allait vérifier qu'Emma dormait toujours paisiblement dans la chambre d'amis, enfin semblable à l'enfant qu'elle aurait dû avoir le droit d'être. À l'aube, Victoria passa l'appel qu'elle redoutait autant qu'elle en avait besoin. « Marcus, c'est Victoria. J'ai besoin que tu fasses une enquête complète. Vérification d'antécédents, tout ce que tu peux trouver. » Elle donna à son enquêteur privé les informations d'Emma, sa voix étonnamment stable malgré le chaos dans son esprit. « Victoria, il est 6 heures du matin. » « Ça doit être important, » répondit Marcus, la voix encore rauque de sommeil. « Plus important que tu ne peux l'imaginer. Je le veux pour ce soir, Marcus. »
Peu importe le prix. Après avoir raccroché, Victoria trouva Emma réveillée, assise près de la fenêtre, contemplant Central Park avec émerveillement. Je n'ai jamais vu autant d'arbres d'aussi haut, dit doucement Emma. C'est comme être un oiseau. Victoria s'assit à côté d'elle, étudiant son profil sous la lumière du matin. La ressemblance était indéniable. Emma, est-ce que tu te souviens de quelque chose quand tu étais toute petite? Avant les familles d'accueil? Emma fronça les sourcils, se concentrant. Parfois je fais des rêves. Il y a une dame avec des cheveux jaunes comme les tiens, et elle me chante des chansons. Mais tout le monde dit que c'est juste mon imagination. Le souffle de Victoria se coupa. Elle avait chanté à son bébé chaque nuit pendant sa grossesse, rêvant des berceuses qu'elle partagerait. Elle chante quoi? Quelque chose à propos des étoiles, répondit Emma en bâillant. Twinkle twinkle little star, mais avec d'autres mots. Le monde de Victoria vacilla. Elle avait inventé sa propre version de la chanson, changeant les paroles en Twinkle twinkle little hat, Mommy love you from the start. Une chanson que personne d'autre ne pouvait connaître. Emma, dit Victoria prudemment, parle-moi de ton médaillon. D'où vient-il? Emma porta instinctivement la main à sa gorge. C'est la seule chose que j'ai d'avant. La dame d'accueil a dit qu'il était autour de mon cou quand ils m'ont trouvé. Elle a essayé de me le prendre plein de fois, mais je l'ai caché. Ils t'ont trouvé où? Où étais-tu? Dans un parking d'hôpital, quand j'étais toute petite. Une infirmière m'a trouvé dans une voiture. J'étais très malade, ils ont dit que j'ai failli mourir. Sa voix se fit plus faible. La dame disait toujours que ma vraie maman m'avait laissé là parce qu'elle voulait pas d'un bébé malade. Victoria se sentit mal. Le calendrier des événements s'alignait d'une manière qui la mettait en colère et la brisait à la fois. Quel hôpital? Saint-Mariès. C'est ce que la dame disait. Saint-Mariès. Le même hôpital où Victoria avait accouché. Là où on lui avait dit que sa fille était morte dans un incendie, qui, visiblement, n'avait jamais eu lieu. Le téléphone de Victoria vibra avec un message de Marcus. J'ai trouvé quelque chose. Il faut que tu vois ça. Tu peux me rejoindre dans 1 heure? Emma, dit Victoria, tentant de garder sa voix calme. Il faut que je sorte un petit moment. Tu veux venir avec moi, ou tu préfères rester ici? Il y a de la nourriture dans la cuisine et tu peux regarder tout ce que tu veux à la télé. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent de panique. Tu vas revenir, hein? Tu ne vas pas m'abandonner toi aussi? La question brisa le cœur de Victoria. Elle s'agenouilla et prit les petites mains d'Emma dans les siennes. Je te le promets, Emma. Je ne te quitterai jamais. Tu es en sécurité ici, et je reviens avant le déjeuner. 1 heure plus tard, Victoria était assise en face de Marcus dans un petit café, ses mains serrant une tasse de café pour empêcher leur tremblement. Marcus, un ancien détective chevronné avec 20 ans d'expérience, avait l'air d'avoir vu un fantôme. Victoria, j'ai fait ce travail pendant longtemps, mais ce dossier. Il secoua la tête et fit glisser une chemise cartonnée vers elle. C'est soit la plus grosse coïncidence de ma carrière, soit quelqu'un a fait de gros efforts pour tout dissimuler. Victoria ouvrit la chemise avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des documents, des photographies, et des dossiers médicaux qui la glacèrent jusqu'aux os. Emma Rodriguez, c'était le nom sur son acte de naissance, avait été trouvée devant l'hôpital Saint-Mariès il y a 8 ans. Mais voilà le problème, dit Marcus en se penchant. Les dossiers montrent qu'elle a été admise comme nourrisson sans identité, une Jane Doe, il y a 18 ans. Traitée pour inhalation de fumée. Et ensuite, plus rien. La trace disparaît pendant 10 ans. Inhalation de fumée, murmura Victoria à cause de l'incendie à l'hôpital. Justement, répondit Marcus d'un ton sombre. J'ai vérifié, il n'y a jamais eu d'incendie à l'hôpital il y a 18 ans. Aucun. Quelqu'un a inventé toute cette histoire. Les mains de Victoria tremblaient alors qu'elle feuilletait les documents. Là, noir sur blanc, se trouvait la preuve que sa fille avait été en vie depuis le début. Mais qui l'avait prise? Et pourquoi? Il y a encore autre chose, poursuivit Marcus. J'ai retrouvé la docteure qui l'a soignée au départ, la docteure Margaret Chen. Elle est maintenant à la retraite, mais elle se souvenait de ce cas. Elle a dit que c'était la chose la plus étrange qu'elle ait jamais vue, un bébé souffrant d'inhalation de fumée, mais sans incendie. Puis les services sociaux sont venus et l'ont emmené, avec des papiers d'adoption scellés. Papiers d'adoption scellés?
répéta Victoria. Marcus, je n'ai jamais signé de papier d'adoption. On m'a dit qu'elle était morte. Marcus la regarda droit dans les yeux, le visage marqué par une carrière à trop voir la corruption. Quelqu'un avec énormément de pouvoir et d'argent a fait disparaître ta fille, Victoria. La question, c'est, qui, et pourquoi est-ce qu'il laisse réapparaître maintenant? Sur le chemin du retour, Victoria était envahie par un flot d'hypothèses, toutes plus inquiétantes les unes que les autres. Mais quand elle entra dans son pantouse et vit Emma recroquevillée sur le canapé, lisant un de ses livres, une chose devint certaine, elle protégerait cet enfant coûte que coûte. Et elle découvrirait qui leur avait volé ses 18 années. Ce soir-là, alors qu'Emma dormait paisiblement dans la chambre d'amis, Victoria s'installa dans son bureau, entourée de documents et de souvenirs qu'elle avait tenté d'oublier. Elle sortit une boîte en bois d'un tiroir de son bureau, une boîte qu'elle n'avait pas ouverte depuis des années. À l'intérieur, quelques souvenirs de sa grossesse, des échographies, un bracelet d'hôpital, et une lettre qu'elle avait écrite à sa fille à naître. La lettre était datée de 3 jours avant la naissance d'Emma. Remplie d'espoir et de rêves pour leur avenir commun. Les yeux de Victoria se remplirent de larmes alors qu'elle lisait les mots de son moi d'autrefois. Je promets de toujours te protéger, ma petite étoile. Rien au monde ne pourra jamais nous séparer. Comme elle avait été naïve. Et comme elle était totalement incapable d'imaginer la trahison qui l'attendait. L'esprit de Victoria repartit vers cette nuit horrible, 18 ans plus tôt. Elle avait été seule quand le travail avait commencé. Le père du bébé, Richard Blackwood, sénateur marié de 20 ans son aîné, avait clairement fait comprendre que sa grossesse était un obstacle à sa carrière politique. Leur liaison avait été une erreur qui lui avait tout coûté. L'accouchement avait été difficile. Emma, bien que Victoria ne connaisse pas encore son nom, était née prématurément, ses petits poumons luttant pour respirer. Victoria se souvenait l'avoir tenue quelques instants seulement avant que les médecins ne l'emmènent. Nous devons la transférer en soins intensifs néonatals immédiatement, avait dit le docteur Peterson. Elle est en détresse respiratoire. Victoria était faible, épuisée, mais elle s'était battue pour rester consciente. Elle va s'en sortir? Nous faisons tout notre possible. Ce furent les derniers mots, et la dernière fois qu'elle vit sa fille, ou du moins, c'est ce qu'on lui avait dit. Le lendemain matin, le docteur Peterson était entré dans sa chambre, les larmes aux yeux. Mademoiselle Sterling, je suis désolé. Il y a eu un incendie dans l'unité néonatale tôt ce matin. Nous n'avons pas pu la sauver. Le monde de Victoria s'était écroulé. Elle avait exigé de voir le corps, mais on lui avait dit qu'il était trop endommagé, que cela ne ferait qu'ajouter à sa douleur. Dans sa peine, elle les avait crus. Richard avait tout organisé après cela, les funérailles, la crémation, même la thérapie. Avec le recul, Victoria se rendait compte à quel point tout cela avait été pratique. À quel point il avait voulu qu'elle tourne la page rapidement et oublie ce malheureux incident. Son téléphone sonna, la tirant de ses souvenirs. C'était Marcus. Victoria, j'ai creusé plus loin. Il faut que tu entendes ça. Sa voix était tendue. J'ai trouvé quelqu'un prêt à parler. Une infirmière qui travaillait à Saint-Maries il y a 18 ans. Elle se souvient de ton dossier. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit qu'il n'y a jamais eu d'incendie. Et elle se souvient du comportement étrange du docteur Peterson la nuit où ton bébé est né. Elle l'a vu parler à un homme bien habillé dans le couloir. Un homme qui n'avait rien à faire dans le service maternité. Le sang de Victoria se glaça. Elle a décrit l'homme. Grand. Cheveux argentés. Costume coûteux. Elle a dit qu'elle les a entendus parler de s'occuper du problème, et de faire en sorte que ça ne revienne jamais le hanter. Richard. C'était forcément Richard. Il y a encore autre chose, poursuivit Marcus. J'ai retrouvé le docteur Peterson. Il vit maintenant en Floride, à la retraite. Victoria, cet homme est en phase terminale. Un cancer. Sa conscience le ronge depuis des années. Il veut te parler. Victoria ferma les yeux, sentant enfin les murs du mensonge commencer à s'effondrer. Organise une rencontre. J'ai besoin d'entendre ce qu'il a à dire. Après avoir raccroché, Victoria marcha doucement jusqu'à la chambre d'Emma. L'enfant dormait paisiblement, ses cheveux bruns éparpillés sur l'oreiller comme de la soie. Dans son sommeil, elle ressemblait encore plus au bébé que Victoria avait tenu, si brièvement, dans ses bras. Je vais découvrir ce qui nous est arrivé, murmura Victoria. Et je vais m'assurer que ceux qui ont fait sa paix pour chaque jour qu'on nous a volé.
Mais alors qu'elle se retournait pour partir, Emma bougea dans son sommeil, murmurant des mots qui figèrent Victoria sur place. « S'il vous plaît, ne m'enlevez pas encore à ma maman, s'il vous plaît, je serai sage. » Même en dormant, Emma menait encore des combats qu'aucun enfant de 8 ans ne devrait avoir à mener. Victoria s'assit sur le bord du lit, caressant doucement les cheveux de l'enfant. « Plus personne ne t'arrachera à moi, promit-elle. Je ne laisserai jamais ça arriver. » Mais même en formulant cette promesse, Victoria savait que la vérité serait dangereuse. Celui ou ceux qui avaient orchestré ce mensonge avaient des connexions puissantes et beaucoup à perdre. Ils ne laisseraient pas faire si facilement. Le téléphone de Victoria vibra. Un message. Numéro inconnu. Arrêtez de creuser le passé, ou l'enfant disparaîtra à nouveau. Ceci est votre seul avertissement. Les mains de Victoria tremblaient en lisant ces mots. Quelqu'un les surveillait. Quelqu'un savait exactement ce qu'elle avait découvert. Mais au lieu de ressentir de la peur, Victoria sentit monter en elle une rage comme elle n'en avait jamais connue. Il leur avait déjà volé 18 ans. Elle ne laisserait pas une seconde de plus leur être arrachée. Le lendemain matin apporta son lot de défis inattendus. Victoria avait appelé son bureau pour dire qu'elle était malade, une première en 10 ans, incapable de supporter l'idée de laisser Emma seule après le message menaçant. Alors qu'elle prenait le petit déjeuner ensemble, Victoria remarqua qu'Emma jouait avec sa nourriture, son appétit habituel envolé. « Tu te sens bien, ma chérie ?» demanda doucement Victoria. Emma leva les yeux, ses grands yeux verts remplis d'inquiétude. « Victoria, hier soir, je t'ai entendu parler au téléphone. Est-ce que tu as des ennuis à cause de moi ?» La question prit Victoria au dépourvu. Cet enfant, qui avait survécu seul dans la rue pendant 3 ans, avait développé une sensibilité aiguë au danger. Victoria comprit qu'elle ne pouvait pas lui cacher toute la vérité. Emma était trop intelligente, trop habituée aux mensonges des adultes. « Il y a des gens, dit-elle prudemment, qui ne veulent peut-être pas qu'on soit ensemble. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner. C'est parce que je ne suis pas assez bien ?» murmura Emma, la voix brisée. La dame d'accueil disait toujours que c'était pour ça que personne ne voulait me garder. Parce que j'étais un produit défectueux. Victoria sentit une fureur protectrice l'envahir. Elle s'agenouilla près de la chaise d'Emma, prenant ses petites mains dans les siennes. « Emma, écoute-moi bien. Tu n'es pas cassée. Tu n'es pas indésirable. Tu es la petite fille la plus précieuse, la plus courageuse, la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Et tous ceux qui t'ont fait croire le contraire, avaient tort. » Des larmes montèrent aux yeux d'Emma. « Mais pourquoi tout le monde finit toujours par m'abandonner ?» « Pas tout le monde, » répondit Victoria fermement. « Moi, je ne vais nulle part. Et d'ailleurs, j'ai une idée. » « Quelle idée ? Et si tu m'aidais à résoudre un mystère ?» Les yeux d'Emma s'illuminèrent de curiosité. « Quel genre de mystère ? » « Eh bien, dit Victoria, j'essaie de retrouver une petite fille qui a disparu il y a longtemps. Quelqu'un de très important pour moi. Et je pense que tu pourrais m'aider, parce que tu es très intelligente, et tu remarques des choses que les autres ne voient pas. » Emma se redressa, clairement intriguée. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Des gens mauvais l'ont enlevée à sa famille, et ont fait croire à tout le monde qu'elle avait disparu pour toujours. Mais je pense qu'elle est encore là, quelque part. Emma resta silencieuse un long moment, analysant tout avec l'air grave d'une personne bien plus âgée que son âge. Tu crois que je pourrais aider? Parce que moi, je sais ce que ça fait d'être perdu. Le cœur de Victoria faillit se briser en entendant cette phrase si juste, si douloureusement lucide. Je pense que tu peux aider, Emma. Parce que tu es forte. Parce que tu es courageuse. Et parce que tu comprends des choses que la plupart des gens ne comprennent pas. Leur conversation fut interrompue par l'appel du concierge de l'immeuble, annonçant un visiteur. Mademoiselle Sterling, il faut que je vous parle en privé, murmura Dr. Chen alors qu'Emma examinait les photographies. Victoria la suivit à l'écart, le cœur battant. Le regard de la vieille femme était grave, presque inquiet. Vous avez maintenant la vérité, dit-elle à voix basse. Mais cette vérité, elle est dangereuse. Ces hommes, celui en costume notamment, je l'ai revu. Plusieurs années après. Il n'a jamais quitté les cercles de pouvoir. Il est encore actif, influent. Et s'il apprend que vous avez découvert ce qui s'est passé, il ne reculera devant rien. Vous pensez qu'Emma est en danger? Demanda Victoria. Dr. Chen hocha la tête.
Pas seulement Emma. Vous aussi. Ils ont dissimulé la vérité pendant 18 ans. S'ils se rendent compte que tout est sur le point d'être révélé, ils pourraient vouloir effacer toute trace. Encore une fois. Victoria sentit une sueur froide glisser le long de sa nuque. Alors pourquoi me dire tout cela? Pourquoi maintenant? Le regard de Dr. Chen se fit plus doux, mais pas moins ferme. Parce que j'ai gardé ce secret trop longtemps. Parce que j'ai vu la douleur dans vos yeux, et parce que cet enfant mérite de connaître sa mère. Et vous méritez de connaître votre fille. Mais faites attention, mademoiselle Sterling. Ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. Elle sortit un autre petit papier de son sac, griffonné à la main. Ceci est le nom du jeune homme qui était avec l'homme en costume. Il avait l'air terrifié, mal à l'aise. Je pense qu'il n'était pas d'accord avec ce qu'il se passait. Peut-être qu'il pourrait vous aider aujourd'hui. Victoria prit le papier et le serra fort dans sa main. Merci, Dr. Chen. Pour tout. La médecin sourit tristement. Prenez soin d'elle. Et de vous. Et puis elle s'en alla, refermant doucement la porte derrière elle. Victoria resta un moment figée, l'enveloppe toujours dans une main, le nom du témoin possible dans l'autre. Le passé venait de lui livrer ses premiers secrets, mais ce qu'elle ferait de cette vérité allait déterminer leur avenir. Elle retourna auprès d'Emma, qui leva les yeux vers elle, encore bouleversée mais curieuse, pleine d'espoir. « Est-ce que, on va être une vraie famille maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Victoria s'agenouilla à sa hauteur, lui prit les mains. « Oui, ma chérie. Mais pour qu'on le reste, on va devoir être forte. Ensemble. » Et dans le regard déterminé d'Emma, Victoria sut qu'elle n'était plus seule. Leur combat venait à peine de commencer. L'homme qui a pris votre fille, je l'ai vu à la télévision au fil des années. Il est puissant maintenant. Bien plus qu'il ne l'était à l'époque. Soyez très prudente quant à ceux en qui vous avez confiance. Après le départ de la Dr. Chen, Victoria s'assit avec Emma sur le canapé, encore sous le choc de tout ce qu'elle venait d'apprendre. Emma n'arrêtait pas de toucher la photo, comme si elle ne pouvait pas croire qu'elle était réelle. « Maman, » dit Emma timidement, testant le mot. Le cœur de Victoria se serra, tiraillé entre une joie immense et une douleur profonde. « Oui, ma chérie, je suis ta maman. Pourquoi tu ne m'as pas cherché? Pourquoi t'as cru que j'étais morte? » La question était inévitable. Mais elle transperça Victoria comme une lame. Elle choisit ses mots avec soin. Parce qu'un homme très puissant, et très mauvais, a fait en sorte que je ne puisse jamais te retrouver. Il a convaincu tout le monde, moi y compris, que tu étais morte. Je t'ai pleuré tous les jours pendant 18 ans. Emma resta silencieuse un long moment. C'est pour ça que quelqu'un t'a envoyé ce message effrayant? Parce qu'ils veulent pas qu'on soit ensemble? Victoria fut à nouveau bouleversée par la lucidité de sa fille. Oui, répondit-elle. Mais on ne va pas les laisser gagner. Comment? Demanda Emma. Victoria n'eut pas le temps de répondre, son téléphone sonna. C'était Marcus, et sa voix était tendue. Victoria, on a un problème. Le docteur Peterson est mort ce matin. Crise cardiaque, d'après eux, mais c'est trop, convenu. Quelqu'un l'a fait taire avant qu'il puisse parler. Un frisson glacial parcourut Victoria. Marcus, je crois qu'on manque de temps. Celui ou ceux qui sont derrière tout ça, panique. Il y a autre chose. J'ai creusé dans les flux financiers, et j'ai trouvé quelque chose. De gros paiements versés par un comité d'action politique Americans for Strong Leadership à l'hôpital, aux services sociaux, même à certaines familles d'accueil où Emma a été placée. Quelqu'un tire les ficelles depuis des années. Victoria sentit son sang se glacer. Ce comité, c'est l'une des principales sources de financement du sénateur Richard Blackwood. Richard. Encore et toujours lui. Emma observait le visage de Victoria, anxieuse. C'est qui, maman? Celui qui m'a enlevé? Victoria la regarda, sa fille, et prit une décision qui allait tout changer. Emma, l'homme qui nous a séparés, c'est quelqu'un que j'ai connu autrefois. Quelqu'un qui pensait pouvoir contrôler ma vie, et me faire disparaître quand je suis devenu un obstacle. Mais, pourquoi me garder en vie? Pourquoi pas juste? Parce qu'un meurtre laisse des preuves, répondit Victoria d'un ton sombre. Faire disparaître un enfant dans le système d'accueil, c'est presque impossible à retracer. Jusqu'à maintenant. Son téléphone vibra à nouveau. Un message.
L'enfant n'est pas en sécurité avec vous. Remettez-la volontairement au système, ou subissez les conséquences. Mais cette fois, Victoria était prête. Elle transféra immédiatement le message à Marcus, puis répondit simplement. Essayez pour voir. Quelques minutes plus tard, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Victoria. La voix était plus grave, vieillie, mais elle l'a reconnue instantanément. Richard Blackwood. Je vois que tu t'amuses bien à jouer à la petite famille avec une gamine des rues, si attendrissant. Emma blêmit à l'écoute de ces mots cruels, mais Victoria lui serra la main en signe de réconfort. C'est ma fille, Richard. La fille que tu m'as volée. Prouve-le, répondit-il avec suffisance. Tu n'as aucune preuve valable devant un tribunal. Et moi, j'ai 18 ans de dossier qui prouvent que tu es une mère inapte qui a abandonné son enfant. En fait, dit Victoria calmement, j'ai des preuves ADN, des dossiers médicaux, et le témoignage de la docteure Chen. Elle a gardé des dossiers très détaillés. Un silence. Puis, la docteure Chen est une vieille femme sénile. Personne ne la croira. Peut-être pas, admit Victoria. Mais ils croiront à la trace écrite que Marcus est en train de constituer. Des dossiers de paiement, des archives de visite à l'hôpital, des relevés téléphoniques de cette nuit-là. Un autre silence, plus long cette fois. Tu ne comprends pas à qui tu t'attaques, Victoria. Je suis sénateur des États-Unis. J'ai des ressources que tu ne peux même pas imaginer. Et moi, je suis une mère qui vient de retrouver sa fille après 18 ans. Tu ne peux pas imaginer ce que je suis prête à faire pour la protéger. L'enfant doit rester dans le système, là où elle appartient. Elle est cassée. Un produit endommagé. Regarde-la. 3 ans dans la rue. Plusieurs placements ratés. Elle ne sera jamais autre chose que ce qu'elle est. Emma tressaillit aux mots de Richard, mais Victoria se leva, la voix calme et tranchante comme une lame. Emma est brillante, courageuse et magnifique. Elle a survécu à tout ce que tu lui as fait subir et elle est revenue me trouver. Ça fait d'elle quelqu'un de plus fort que tu ne le seras jamais. Tu as 24 heures pour la rendre volontairement, répondit Richard. Après ça, les services sociaux viendront la chercher de force. Et cette fois, elle ne réapparaîtra pas. La ligne coupa. Emma leva les yeux vers Victoria, les yeux écarquillés. Il va encore m'emmener, hein? Victoria s'agenouilla devant elle et prit son visage entre ses mains. Pas tant que j'aurai mon mot à dire. Emma, j'ai besoin que tu sois très courageuse. On va se battre, mais ça pourrait devenir effrayant. J'ai déjà eu peur, dit Emma avec une dignité calme. Mais j'étais toujours seule. Maintenant, je tais-toi. Victoria la serra contre elle, faisant un vœu silencieux. Richard Blackwood l'avait sous-estimée, il y a 18 ans. Elle était jeune et naïve. Il allait maintenant découvrir qu'une mère protégeant son enfant était la force la plus redoutable au monde. Mais alors qu'elle s'étreignait, Victoria ne pouvait chasser cette sensation que Richard avait encore un atout dans sa manche. Quelque chose qui pouvait tout faire basculer. Il leur restait moins de 24 heures. Cette nuit-là, alors qu'Emma dormait, Victoria passa des appels à des contacts qu'elle n'avait pas joints depuis des années, des gens de ses débuts en finance, avant qu'elle ne devienne la femme d'affaires lisse et respectée qu'on connaissait. Des gens qui savaient que parfois, la loi ne suffisait pas. À l'aube, Marcus arriva avec un sac de sport et un air grave. Il faut qu'on bouge, maintenant. J'ai écouté les fréquences de la police. Un contrôle de bien-être a déjà été ordonné à cette adresse. Ils arrivent. Victoria s'était préparée à ce moment. Elle réveilla doucement Emma, qui ouvrit immédiatement les yeux, en alerte, avec les instincts d'une enfant ayant survécu dans la rue. Il faut qu'on parte, ma chérie, dit-elle doucement. Tu te souviens de ce qu'on a dit? Restez courageuse. Emma hocha la tête, attrapant le petit sac à dos que Victoria avait préparé pour elle. À l'intérieur, les photographies données par la docteure Chen, quelques vêtements, et le précieux médaillon à l'origine de toute cette histoire. Ils quittèrent l'immeuble par l'entrée de service, Marcus les guidant à travers un labyrinthe de parkings souterrains et de tunnels de maintenance. Victoria n'avait jamais vu ce côté de Manhattan, le monde caché sous la surface brillante. Où est-ce qu'on va? Demanda Emma alors qu'ils montaient dans la berline banale de Marcus. Quelque part en sécurité, répondit Victoria. J'ai une amie qui me doit une faveur. L'amie en question,
c'était Sarah Chen, la fille de la Dr Chen, avocate spécialisée dans les droits civils et les affaires que le système préférait ignorer. Son bureau était dans le Queens, loin des sphères de pouvoir de Manhattan, dans un immeuble qui semblait abandonné mais abritait certains des défenseurs les plus engagés de la ville. Victoria Sterling, dit Sarah en les voyant entrer dans son bureau encombré. Je me doutais que tu finirais par venir. Ma mère m'a parlé de ta situation. Sarah avait une quarantaine d'années, les mêmes yeux doux que sa mère, mais une voix forgée dans les combats juridiques les plus durs. Elle regarda Emma avec douceur, mais aussi une lueur de détermination dans les yeux. Bonjour Emma. J'attendais de te rencontrer depuis très longtemps. Emma resta près de Victoria, méfiante mais polie. Comment vous savez qui je suis? Parce qu'il y a 18 ans, ma mère m'a fait promettre que si un jour tu réapparaissais, je t'aiderais à obtenir justice. Elle ne s'est jamais pardonné ce qui s'est passé. Sarah les conduisit dans une pièce à l'arrière, visiblement conçue pour des clients ayant besoin de disparaître. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire. Mais Victoria, si on veut affronter Richard Blackwood, il nous faut plus que des preuves. Il nous faut une stratégie qu'il ne pourra pas acheter ni étouffer. Tu proposes quoi? Sarah sourit, un sourire dur. On rend cette histoire trop grosse pour être enterrée. Puis elle se tourna vers Emma. Mais d'abord, il faut qu'on comprenne exactement ce qu'on affronte. Emma, j'ai besoin de te poser des questions difficiles, sur ton temps en famille d'accueil. Pendant l'heure qui suivit, Emma raconta ses expériences avec une clarté qui stupéfia Victoria. L'enfant avait une mémoire exceptionnelle pour les détails, nom, date, lieu. Tandis qu'elle parlait, Sarah prenait des notes, son visage s'assombrissant de colère. Victoria, ce n'était pas un placement aléatoire, dit finalement Sarah. Emma a été délibérément transférée entre des familles spécifiques, toutes ayant reçu des paiements du même comité d'action politique. Il la faisait bouger pour éviter que quelqu'un ne s'attache à elle ou ne pose trop de questions. Mais pourquoi me garder en vie? Demanda Emma. Si cet homme voulait que je disparaisse, pourquoi ne pas? Parce qu'il avait besoin d'un levier contre moi, répondit Victoria, comprenant enfin. Richard a toujours été un stratège sur le long terme. Il savait qu'un jour, je pourrais devenir assez puissante pour le menacer. Avoir ma fille vivante, cachée quelque part dans le système, c'était sa police d'assurance. Sarah hocha la tête. Une stratégie politique classique, garde tes ennemis près de toi, en gardant ceux qu'ils aiment encore plus près. Emma resta silencieuse un instant, digérant l'information. Donc j'étais, comme une arme contre ma propre mère? Non, dit Victoria fermement, en la serrant contre elle. Tu n'as jamais été une arme. Tu as toujours été ma fille, même quand je ne savais pas que tu étais en vie. Et maintenant, tu es ma force. Marcus, absorbé par son ordinateur depuis le début, leva soudain les yeux. J'ai trouvé quelque chose, annonça-t-il. Des relevés financiers remontant à 18 ans. Richard a été très prudent, mais l'argent laisse toujours des traces. Le même compte qui a payé les familles d'accueil d'Emma a aussi versé régulièrement de l'argent à un détective privé. Victoria pâlit. Il m'a espionné. Plus que ça. Ce détective a des rapports détaillés sur tes activités professionnelles, tes relations, même tes séances de thérapie après la supposée mort d'Emma. Richard savait tout de ta vie. Emma leva les yeux vers Victoria, une lueur de compréhension dans son regard bien trop mature. C'est comme ça qu'il savait que tu ne voudrais plus jamais avoir d'enfant. Il savait que me perdre t'avait brisé. L'observation était si percutante, si déchirante de justesse, que Victoria dut retenir ses larmes. Oui, ma chérie, te perdre a tout changé. Mais tu m'as retrouvé quand même, dit Emma avec fierté. Même quand il a tout fait pour que ce soit impossible. Sarah s'éclaircit la gorge. C'est très émouvant, mais on a un problème pratique. Il reste 16 heures avant l'ultimatum de Richard. Il faut agir vite. Que proposes-tu? Demanda Victoria. On rend l'affaire publique. Mais pas par les canaux traditionnels, Richard en contrôle trop. On passe par les réseaux sociaux, par des journalistes indépendants, par des gens qu'il ne peut pas faire taire. Ses yeux brillèrent d'une lueur déterminée. On rend l'histoire d'Emma virale, avant qu'il puisse l'étouffer. C'est sûr, pour Emma? Demanda Victoria. C'est plus sûr que de se cacher. Une fois son histoire connue du public, Richard ne pourra plus la faire disparaître sans que tout le monde sache que c'est lui. Emma, qui écoutait attentivement, demanda. Qu'est-ce que je dois faire? Raconter ton histoire, répondit Sarah.
Montrer au monde ce que tu as vécu. Montrer qui tu es vraiment, pas ce que Richard veut qu'on croie. Tu es forte, intelligente. Tu as survécu à l'impossible. Victoria regarda Emma, voyant pour la première fois non pas le bébé qu'elle avait perdu, ni l'enfant des rues qu'elle avait retrouvé, mais la jeune fille remarquable qu'elle était devenue malgré tout. C'est ton choix, Emma, dit-elle doucement. Je te soutiendrai quoi que tu décides. Emma réfléchit longuement, puis redressa les épaules avec une détermination qui rappela à Victoria celle qu'elle avait à son âge. Je veux le faire. Je veux que les gens sachent ce qu'il a fait. Et je veux que les autres enfants du système sachent qu'il compte. Sarah sourit. Alors faisons tomber un sénateur. Mais tandis qu'elles préparaient leur stratégie, aucune d'elles ne remarqua la berline noire garée de l'autre côté de la rue depuis plus d'une heure. Ni l'homme à l'intérieur, au téléphone avec Washington. Richard Blackwood avançait déjà ses pièces pour la partie finale. Tandis qu'Emma dormait dans le lit de fortune de la salle sécurisée de Sarah, Victoria et son équipe travaillaient toute la nuit à bâtir leur dossier. Marcus avait des contacts dans toute la ville, d'anciens flics, des journalistes d'investigation, des militants qui savaient que, parfois, la justice exigeait d'agir hors du cadre officiel. La clé, c'est le timing, expliqua Sarah en étalant des documents sur son bureau. Nous devons tout publier simultanément, les preuves, les témoignages, et l'histoire d'Emma, dit Sarah. Si on donne à Richard le moindre avertissement, il trouvera un moyen de tout discréditer. Victoria examinait les relevés financiers que Marcus avait rassemblés. Le schéma était évident, une fois qu'on savait quoi chercher, des paiements déguisés en honoraires de consultants, en dons de campagne, ou en contributions caritatives, tous versés à des personnes impliquées dans la disparition d'Emma. Regardez ça, dit Marcus en pointant une série de transactions. 3 jours après la naissance d'Emma, Richard a fait un don de $50 000 à une société de sécurité privée. C'est cette même société qui employait les hommes qui l'ont enlevé à l'hôpital. Et ici, ajouta Sarah, des paiements réguliers aux familles d'accueil. Mais remarquez, à chaque fois qu'Emma commençait à s'attacher à une famille, ou que quelqu'un posait trop de questions, les paiements s'arrêtaient. Et elle était déplacée. Victoria sentit son estomac se nouer. Elle lisait les documents avec horreur. Il la traitait comme une marchandise. Quelque chose à gérer. À contrôler. Il y a encore plus, continua Marcus. J'ai retrouvé les images de vidéosurveillance originales de l'hôpital. Elles étaient censées avoir été détruites, mais la société de sécurité en avait gardé une copie, pour des raisons d'assurance. Victoria sentit ses mains trembler pendant que Marcus lançait la vidéo floue sur son ordinateur portable. On y voyait Richard, plus jeune de 18 ans, mais reconnaissable, tendant une enveloppe au docteur Peterson dans un couloir de l'hôpital. Le son est faible, mais je l'ai fait nettoyer, dit Marcus. On entend clairement Richard dire. Assurez-vous que la mère ne découvre jamais qu'elle est vivante. C'est une preuve de conspiration, de fraude, d'enlèvement, dit Sarah, le ton rempli de satisfaction. Même les contacts de Richard ne pourront pas l'en protéger. Mais Victoria était fixée sur un autre document, un dont la lecture la glaça d'effroi. Sarah, regarde ça. Richard a aussi versé de l'argent à une société appelée Asset Management Solutions. Sarah fronça les sourcils. Ce nom me dit quelque chose. C'est une entreprise militaire privée. Il ne gère pas les actifs, Victoria. Il élimine les problèmes. L'implication était lourde de menaces. Victoria pensa au message menaçant. À la mort opportune du docteur Peterson. À cette sensation d'être surveillée. Il ne veut pas juste récupérer Emma, murmura-t-elle. Il prévoit de nous éliminer toutes les deux. Un bruit provenant de la pièce voisine les figea tous. Emma se tenait dans l'encadrement de la porte, en pyjama trop grand pour elle, les cheveux en bataille par le sommeil. J'ai entendu des voix, dit-elle doucement. Vous planifiez comment vous battre contre le méchant monsieur? Victoria voulait la protéger de cette réalité brutale. Mais l'enfant avait déjà survécu à plus que la plupart des adultes. Elle méritait la vérité. Oui, ma chérie. On rassemble des preuves, pour montrer au monde ce qui s'est vraiment passé. Emma s'approcha du bureau, observant les documents avec une concentration étonnante. Cet homme, dit-elle en désignant une photo de Richard, je l'ai déjà vu. Tous retinrent leur souffle. Quand? Demanda Victoria. Il y a environ 1 an. J'étais dans une famille d'accueil, les Kelly. Ils étaient gentils, mais je savais que je ne pourrais pas rester, car je ne restais jamais nulle part.
Cet homme est venu chez eux un jour. Il a parlé à Madame Kelly dans la cuisine pendant que j'étais censé regarder la télé, mais j'ai écouté depuis les escaliers. La mémoire d'Emma était saisissante. Il a dit à Madame Kelly que je devenais trop à l'aise. Et qu'il fallait me déplacer. Elle s'est disputée avec lui, elle disait que j'étais juste une enfant et que je méritais de la stabilité. Mais lui disait que je faisais partie d'un arrangement plus large. Et que je ne devais pas créer de lien durable. Victoria sentit la colère monter. Richard n'avait pas seulement enlevé Emma une fois, il avait activement empêché qu'elle soit heureuse pendant des années. Qu'a-t-il dit d'autre? Demanda Sarah, d'une voix douce. Il a dit qu'un jour, quand le moment serait venu, je pourrais être utile pour quelque chose d'important. C'est pour ça qu'il fallait que je reste. Quel est déjà le mot qu'il a utilisé? Accessible. Accessible, répéta Victoria, la signification de tout cela prenant un sens terrifiant. Il te gardait, prête à l'emploi. À utiliser contre moi, dès qu'il en aurait besoin. Emma hocha la tête. Madame Kelly a essayé d'appeler quelqu'un après son départ. Mais son téléphone ne fonctionnait plus. Le lendemain, les services sociaux sont venus et m'ont emmené ailleurs. Madame Kelly pleurait quand je suis parti. Emma redressa les épaules, la voix déterminée. Maman, j'ai combattu toute ma vie. Au moins maintenant, je sais pourquoi. La confiance et la détermination dans la voix de sa fille donnèrent à Victoria une force qu'elle ne soupçonnait pas. Alors finissons. Mais tandis qu'ils mettaient au point leur plan de bataille, aucun d'eux ne vit le petit dispositif de localisation placé sur la voiture de Marcus, ni l'équipe de professionnels déjà en train de se positionner autour du bâtiment. Richard Blackwood n'avait pas bâti sa carrière politique en laissant les choses au hasard. Il était sur le point de leur rappeler pourquoi le sous-estimer était une erreur fatale. À 6 heures du matin, ils lancèrent leur campagne. Sarah avait des contacts avec des médias indépendants, des réseaux d'activistes et des organisations de justice sociale à travers tout le pays. Marcus avait les compétences techniques nécessaires pour s'assurer que les preuves soient diffusées à des centaines d'endroits simultanément, rendant toute tentative de suppression impossible. Mais leur arme secrète, c'était Emma elle-même. Victoria s'assit à côté de sa fille pendant qu'ils enregistraient son témoignage dans le bureau de Sarah. La caméra captait tout, les yeux verts intelligents d'Emma, sa dignité tranquille, la manière dont elle parlait de ses expériences sans se plaindre, mais avec une honnêteté inébranlable. Je m'appelle Emma Rodriguez, commença-t-elle en regardant directement la caméra. Mais ce n'est pas mon vrai nom. Mon vrai nom est Emma Sterling, et voici ma mère, Victoria Sterling. Il y a 18 ans, un homme puissant m'a volé à elle et a fait croire à tout le monde que j'étais morte. L'éloquence naturelle d'Emma et sa maturité rendirent son témoignage incroyablement poignant. Elle parla de sa vie dans la rue, des familles d'accueil bienveillantes mais impuissantes, et du fait de ne jamais comprendre pourquoi elle ne pouvait pas rester longtemps au même endroit. Je veux que les autres enfants sachent qu'ils comptent, conclut Emma. Que même quand tout le monde vous dit que vous n'êtes personne, vous êtes quelqu'un pour quelqu'un. Il m'a fallu 18 ans pour retrouver ma mère, mais on s'est retrouvés. En quelques heures, le témoignage d'Emma avait été partagé des milliers de fois. Le hashtag #retrouver Emma devint viral. Les médias qui avaient ignoré les appels de Sarah commencèrent à exiger des interviews. Victoria regarda les chiffres grimper sur les réseaux sociaux, stupéfaite. Les gens s'en soucient vraiment, dit-elle. Bien sûr qu'ils s'en soucient, répondit Sarah. L'histoire d'Emma touche quelque chose d'universel, la peur de perdre un enfant, l'espoir d'une réunion impossible. Mais plus que ça, les gens sont furieux contre la corruption et l'abus de pouvoir. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit, d'autres victimes commencèrent à se manifester. Sarah, tu dois voir ça, appela Marcus depuis son ordinateur. On reçoit des messages d'autres familles, d'autres enfants qui ont disparu dans le système d'accueil dans des circonstances suspectes, d'autres parents à qui on a dit que leurs enfants étaient morts alors qu'ils ne l'étaient pas. Victoria se sentit nauséeuse en lisant les messages. Ce n'était pas juste Emma. Ça fait sens, dit Sarah sombrement. Les politiciens collectionnent les moyens de pression. Un enfant disparu ici, un parent mort là. Tout devient un outil pour contrôler ceux qui pourraient les menacer. Emma lisait par-dessus l'épaule de Victoria. Il y a d'autres enfants comme moi, là dehors? Il semble bien que oui, ma chérie. L'expression d'Emma se durcit, empreinte d'une détermination qui rappelait Victoria elle-même. Alors il faut aussi les aider. Mais leur moment d'espoir fut brutalement interrompu par la voix urgente de Marcus. Emma, ça va être effrayant.
Tu es prête? Emma hocha la tête avec un courage silencieux. Je te fais confiance, maman. Le plan était simple, mais risqué. Ils annonceraient la conférence de presse publiquement, donnant à Richard exactement 30 minutes de préavis, pas assez pour qu'il organise une réponse complexe, mais suffisamment pour s'assurer qu'il regarderait. Puis, au lieu de se défendre contre ces accusations, il passerait à l'offensive. À 15 heures, Sarah envoya l'annonce. Victoria Sterling et Emma Rodriguez répondront aux allégations de fraude et d'enlèvement dans une déclaration publique en direct à l'hôtel de ville à 15h30. Le public est invité à entendre la vérité. Marcus avait installé des caméras et du matériel de diffusion autour des marches de l'hôtel de ville, avec plusieurs angles et systèmes de secours. À 15h25, une foule s'était déjà rassemblée, journalistes, citoyens curieux, et plusieurs SUV noirs avec des plaques gouvernementales. Victoria et Emma montèrent les marches ensemble, main dans la main. Emma paraissait petite face à l'imposant bâtiment, mais sa posture était droite et sa voix claire lorsqu'elle s'approcha du micro. « Je m'appelle Emma Sterling », commença-t-elle, choisissant délibérément le nom de famille de Victoria. Il y a 18 ans, le sénateur Richard Blackwood m'a volé à ma mère et a passé toute mon enfance à s'assurer que nous ne nous retrouverions jamais. La foule réagit par des murmures de surprise. Ce n'était pas la femme mentalement instable et l'enfant manipulé qu'on leur avait décrit. Victoria s'avança. J'ai des preuves que le sénateur Blackwood a orchestré une conspiration impliquant le personnel hospitalier, les services sociaux et les agences d'accueil pour simuler la mort de ma fille et la cacher dans le système, dit-elle en montrant des documents sur de grands panneaux préparés par Marcus, relevés financiers, photos, témoignages. Les preuves étaient accablantes, présentées avec la clarté d'une femme ayant passé sa vie à bâtir des dossiers solides en affaires. Mais la vraie bombe tomba quand Emma revint au micro. Le sénateur Blackwood m'a rendu visite personnellement l'année dernière, dit-elle dans le micro. Il a dit à ma mère d'accueil que je faisais partie d'un arrangement plus large et que je ne devais jamais m'attacher à personne. J'ai enregistré cette conversation. Le silence tomba. Emma montra un petit dictaphone, le même qu'elle utilisait pour enregistrer les bruits de la rue pendant ses années d'errance. Marcus l'avait déjà connecté au système sonore. La voix de Richard résonna, claire et reconnaissable. Cette fille fait partie d'un arrangement plus vaste. Elle ne peut pas créer de lien permanent. Elle doit rester accessible pour un usage futur. L'enregistrement continua avec les protestations de Madame Kelly et les réponses froides de Richard, parlant d'actifs à maintenir et de nécessités politiques. La réaction fut immédiate et explosive. Les journalistes crièrent des questions, les flashs crépitèrent, et plusieurs personnes dans les véhicules officiels passèrent des appels urgents. Mais Victoria n'avait pas fini. Le sénateur Blackwood a utilisé ma fille comme levier contre moi pendant 18 ans. Il l'a déplacée de famille en famille pour l'empêcher de s'ancrer quelque part, la maintenant affamée et sans abri pour qu'elle reste vulnérable. Ce ne sont pas les actes d'un serviteur de l'État. C'est le comportement d'un criminel. Comme si c'était prévu, des voitures de police arrivèrent, leurs sirènes couvrant le brouhaha de la foule. Victoria s'y attendait, Richard tenterait de la faire arrêter pour mettre fin à la conférence. Mais Emma s'approcha encore du micro. « Je sais qu'il y a d'autres enfants comme moi, » dit-elle, sa jeune voix portant à travers la place. Des enfants qu'on a enlevés à leur famille, à qui on a dit qu'ils n'étaient pas désirés, qu'on a déplacés sans cesse pour les empêcher de trouver l'amour. Le sénateur Blackwood a fait ça à beaucoup d'entre nous, et si on ne l'arrête pas maintenant, il continuera. Les policiers qui s'approchaient du podium ralentirent. Certains ôtèrent leurs casquettes, mal à l'aise à l'idée d'arrêter une enfant qui disait visiblement la vérité. Puis, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une femme dans la foule s'avança et cria. « Mon fils ! Mon fils ! Michael a été enlevé il y a 20 ans. On m'a dit qu'il était mort dans un accident de voiture, mais on n'a jamais retrouvé de corps. » Une autre voix s'éleva. « Ma fille, Sarah, a disparu de l'hôpital après une prétendue fuite de gaz. » De plus en plus de familles commencèrent à s'avancer, chacune avec des histoires similaires, des enfants disparus dans le système, ou déclarés morts dans des circonstances suspectes. La foule n'était plus de simples spectateurs, elle participait désormais à une révélation collective d'une corruption systémique. Victoria regarda Emma avec émerveillement et fierté. Sa fille n'avait pas seulement raconté son histoire, elle avait donné une voix à des dizaines d'autres familles réduites au silence pendant des années. Mais leur moment de triomphe fut interrompu par l'arrivée d'autres SUV noirs. Des hommes en costume coûteux en sortirent, parlant de façon urgente dans leur téléphone, pointant vers le podium. « Il est là,
dit Marcus dans l'oreillette de Victoria. Richard vient d'arriver par l'entrée arrière. Le cœur de Victoria s'accéléra, l'affrontement final était imminent. Emma lui saisit la main. Quoi qu'il arrive, maman, on a dit la vérité. Les gens nous ont entendus. Victoria serra la main de sa fille, puisant sa force dans cet enfant remarquable qui avait survécu à tant de choses, et qui avait encore le courage de se battre pour les autres. Oui, ma chérie. Et la vérité a un pouvoir qu'il ne pourra jamais contrôler. Mais alors que les agents de sécurité de Richard Blackwood traversaient la foule vers le podium, Victoria comprit que le véritable combat ne faisait que commencer. Le sénateur Richard Blackwood s'avança vers le micro avec la confiance d'un homme qui n'avait jamais perdu une bataille politique. Même à 68 ans, il restait impressionnant, cheveux argentés, costume impeccable, une autorité façonnée par des décennies passées à dominer Washington. La foule s'écarta sur son passage, certains curieux, d'autres dégoûtés. Les journalistes tournèrent aussitôt leurs caméras vers lui, sentant que le point culminant de l'histoire approchait. « Mesdames et messieurs », commença Richard d'un ton parfaitement maîtrisé. « Ce que vous avez vu aujourd'hui est une tragédie. Une femme mentalement instable, rongée par le chagrin d'avoir perdu son enfant il y a 18 ans, a manipulé une enfant vulnérable issue du système de placement pour qu'elle participe à une vaste illusion. » Il désigna Emma avec une apparente compassion. Cette pauvre enfant a été conditionnée à répéter des histoires sans aucun fondement. La femme qui prétend être sa mère n'a aucun droit légal sur elle. Victoria sentit la main d'Emma se crisper, mais l'enfant resta calme, observant Richard avec la même vigilance qu'elle avait développée pour survivre dans la rue. En outre, poursuivit Richard. J'ai ici un ordre du tribunal retirant cet enfant d'un environnement instable pour la replacer dans un cadre approprié. Il brandit des documents officiels. Mademoiselle Sterling, vous violez les lois fédérales sur la protection de l'enfance et vous risquez une arrestation immédiate. Un murmure parcourut la foule. La performance de Richard était convaincante, son autorité apparemment inébranlable. Un instant, Victoria se demanda si leurs preuves suffiraient à contrer une telle manipulation habile. Mais alors, Emma s'approcha du micro. « Sénateur Blackwood, dit-elle d'une voix claire et directe. Si vous ne m'avez jamais rencontré avant aujourd'hui, comment savez-vous que j'ai une cicatrice à l'épaule gauche ?» Richard s'arrêta net, pris de court par la question d'un enfant. Les dossiers de l'aide sociale contiennent des informations médicales. Cette cicatrice n'est dans aucun dossier médical, répliqua Emma calmement. Je me suis blessé en tombant de vélo chez les Kelly. Madame Kelly l'a soignée elle-même et ne l'a jamais signalée, parce qu'elle avait peur que les services sociaux disent qu'elle ne s'occupait pas bien de moi. Victoria regarda avec émerveillement sa fille, cette fillette de 8 ans, démolir avec calme la crédibilité de Richard. Et si vous ne me connaissez pas personnellement, poursuivit Emma. Comment saviez-vous que j'avais peur des orages? Vous avez dit à Madame Kelly que j'étais instable émotionnellement à cause de ça. Le masque de Richard commençait à se fissurer. Les dossiers. Il n'y a aucun dossier sur ma peur des orages, coupa Emma. Parce que je n'ai pas peur des orages. Je les adore. Je disais à Madame Kelly qu'il me rappelait ma mère qui chantait pour moi. Vous avez dû me confondre avec une autre enfant que vous manipuliez. La foule, suspendue à ses lèvres, était désormais entièrement captivée par Emma. Cette petite fille qui tenait tête à un sénateur des États-Unis avec la simple vérité et une logique limpide. Emma, dit Richard, sa voix prenant un ton plus dur, tu es une enfant confuse, manipulée par des adultes. Je suis une enfant qui se souvient de tout, l'interrompit Emma. Y compris de la conversation que j'ai enregistrée quand tu m'as rendu visite l'an dernier, y compris de l'homme que tu as amené avec toi, qui attendait dehors, y compris de ce que tu as dit sur ma mère quand tu pensais que je ne t'entendais pas. Emma regarda Richard droit dans les yeux, ses yeux verts inébranlables. Tu as dit que ma mère devenait trop puissante, trop influente, et qu'un jour, tu devrais lui rappeler qui était vraiment aux commandes. Que j'étais ta police d'assurance contre elle. Le visage de Richard pâlit. Autour de lui, ses agents de sécurité se déplacèrent nerveusement, réalisant que leur patron était en train d'être exposé, par une enfant. Victoria s'avança, saisissant l'ouverture. Richard, il y a 18 ans, tu m'as convaincu que ma fille était morte parce que tu ne pouvais pas te permettre que notre relation nuise à ta carrière politique. Mais tu ne l'as pas tuée. Tu l'as cachée. Transformée en arme pour m'atteindre quand tu en aurais besoin. Tu n'as aucune preuve de ces accusations délirantes, dit Richard, mais sa voix avait perdu toute assurance. En réalité, si. Victoria fit un signe à Marcus,
qui projeta d'autres documents sur les écrans disposés autour de la place. Des relevés financiers prouvant les paiements versés à tous ceux impliqués dans la disparition d'Emma, des relevés téléphoniques de cette nuit-là il y a 18 ans, et enfin, un témoignage enregistré du docteur Peterson, avant sa mort suspecte. Peterson était un mourant atteint de démence, objecta Richard avec désespoir. Alors explique ça, dit Victoria tandis que Marcus lançait un nouvel enregistrement. La confession finale du docteur Peterson, enregistrée quelques jours avant sa mort. On l'entendait décrire en détail comment Richard avait menacé sa famille pour garantir sa coopération. La foule devint franchement hostile. Les journalistes hurlaient des questions. Plusieurs voix exigeaient son arrestation. Mais Emma n'avait pas fini. Elle s'approcha directement de Richard, petite et frêle à côté de sa stature imposante. « Sénateur, dit-elle doucement. Tu te souviens de ce que tu m'as dit la dernière fois que tu m'as vu, quand je vivais dans ce foyer du centre-ville ?» Richard la fixa, pris au piège. S'il admettait l'avoir rencontré, il confirmait le complot. S'il niait, Emma allait le démasquer comme un menteur. « Tu m'as dit, continua Emma, d'arrêter d'espérer qu'on veuille de moi un jour. Que j'étais un déchet. Que je n'aurais jamais de vraie famille. Que le mieux que je pouvais espérer, c'était d'être utile à quelqu'un d'important, un jour. » Des larmes coulaient sur les visages dans la foule. La cruauté de ces mots, adressés à une enfant vulnérable, cristallisait toute l'horreur des actes de Richard. « Mais tu avais tort, dit Emma, sa voix gagnant en force. J'ai une famille. J'ai une mère qui m'aime. Et je suis utile. Pas pour toi, mais pour tous les autres enfants que tu as blessés. Parce que maintenant, tout le monde sait ce que tu es. » Richard regarda autour de lui, la foule hostile, les caméras retransmettant sa chute en direct, et cet enfant qui venait de détruire sa carrière avec la simple vérité. « Ce n'est pas fini, murmura-t-il à Victoria. « Si, répondit Emma, se plaçant devant sa mère, protectrice. On n'a plus peur de toi. » Alors que les policiers s'avançaient enfin, cette fois pour arrêter Richard Blackwood pour complot et mise en danger d'enfants, Victoria serra Emma dans ses bras. Elles avaient gagné. Mais plus important encore, elles s'étaient retrouvées. Et cette fois, personne ne les séparerait plus jamais. Elles formaient une famille depuis cette première nuit au restaurant. « Maman » appela Emma en brandissant un dessin qu'elle avait fait. « Tu crois que ça nous ressemble ?» Le dessin montrait deux silhouettes se tenant la main sous un soleil éclatant, avec le mot pour toujours écrit en lettres appliquées tout en haut. Victoria sentit la boule familière dans sa gorge, celle qui apparaissait chaque fois qu'elle réalisait combien de temps elles avaient perdu, et combien elle était reconnaissante pour celui qu'elles avaient retrouvé. « Il est parfait, ma chérie. Tout comme toi. » Le procès avait été rapide une fois que l'empire de mensonges de Richard s'était effondré. Face aux preuves accablantes et aux témoignages bouleversants d'Emma, il avait plaidé coupable pour éviter une peine plus longue. Il passerait les 15 prochaines années dans une prison fédérale. Sa carrière politique était anéantie, sa réputation en ruine. Mais la véritable victoire ne résidait pas dans la chute de Richard. Elle était dans tout ce qui avait suivi. Le courage d'Emma, en brisant le silence, avait inspiré d'autres victimes à se manifester. L'enquête avait révélé un réseau de corruption s'étendant sur plusieurs États, impliquant des dizaines de fonctionnaires ayant participé à la séparation de familles pour des intérêts politiques. 17 enfants avaient été réunis avec leurs familles biologiques. D'innombrables autres avaient obtenu justice après des années de souffrance. Madame Kelly a appelé aujourd'hui, annonça Emma depuis son bureau, où elle faisait ses devoirs, des devoirs qui comptaient vraiment, maintenant. Dans une école où elle allait rester. Où les professeurs connaissaient son nom et se souciaient de son avenir. Et qu'a-t-elle dit? Elle adopte des jumeaux. Un frère et une sœur qui allaient être séparés par le système. Elle dit que je l'ai inspirée à continuer de se battre pour les enfants qui ont besoin d'une famille. Victoria sourit, se rappelant cette mère d'accueil bienveillante qui avait essayé de protéger Emma des manipulations de Richard. Madame Kelly était devenue une militante pour la réforme du système d'accueil, utilisant son expérience avec Emma pour faire avancer des changements nécessaires. C'est une merveilleuse nouvelle. Emma leva les yeux de ses devoirs, ses yeux verts extraordinaires à l'origine de toute cette histoire. Maman, tu te demandes parfois ce qui se serait passé si je ne t'avais pas demandé tes restes, ce soir-là. Victoria s'assit au bord du lit d'Emma, réfléchissant sérieusement. Je pense que, d'une façon ou d'une autre, on se serait trouvé. Un amour comme le nôtre ne disparaît pas. Il trouve son chemin.
Même après 18 ans. Surtout après 18 ans. Emma vint s'installer contre elle, encore assez petite pour se blottir parfaitement sous le bras de sa mère. Avant, je rêvais d'avoir une vraie famille. Mais je n'avais jamais imaginé que ça ferait, ça. Qu'est-ce que ça fait? Sûr, dit Emma sans hésiter, et paisible. Comme si je pouvais enfin arrêter de courir. Victoria embrassa le sommet de sa tête, respirant le parfum du shampoing à la fraise qu'Emma avait choisi parce qu'il sent le bonheur. Une chose si simple, choisir son propre shampoing, mais pour Emma, cela représentait la liberté de faire ses propres choix. Tu n'auras plus jamais besoin de fuir, promit Victoria. Ici, c'est ta maison. Je suis ta mère. Rien ne changera jamais cela. Elles restèrent en silence un moment, confortablement installées, regardant le soleil couchant peindre la chambre d'Emma en teintes dorées et roses. Victoria avait fait redécorer la pièce dans les couleurs préférées de sa fille, des murs violets profonds parsemés d'étoiles argentées, un coin lecture près de la fenêtre, et assez d'espace pour tous les matériaux artistiques qu'Emma apprenait à aimer. « Maman, dit Emma doucement. »« Oui, ma chérie. Merci de ne pas avoir abandonné, même quand tu pensais que j'étais parti pour toujours. » Victoria sentit les larmes monter, mais cette fois, c'étaient de bonnes larmes. Des larmes de gratitude, et non de chagrin. Merci à toi d'avoir survécu à tout ce qu'ils t'ont fait. Merci d'avoir été assez forte pour retrouver le chemin jusqu'à moi. Emma se recula pour regarder Victoria avec sérieux. On s'est retrouvés. C'est ce que font les familles. Dehors, à la fenêtre d'Emma, la ville scintillait de lumière. Des millions de personnes, chacune vivant leurs propres histoires de perte et d'espoir, de lutte et de victoire. Et Victoria savait qu'ailleurs, d'autres familles se battaient encore pour rester ensemble. D'autres enfants attendaient encore d'être retrouvés. Mais ici, dans cette chambre, à cet instant, deux cœurs que la cruauté et la cupidité avaient séparés s'étaient enfin retrouvés. Emma bâilla et se blottit un peu plus contre Victoria. « Tu peux me chanter la chanson des étoiles? La vraie version ?» Victoria sourit, se souvenant de la berceuse qu'elle avait inventée pendant sa grossesse, celle qu'Emma avait miraculeusement gardée au fond d'elle, malgré les années de séparation. Victoria chanta doucement. « Brille, brille, petit cœur. Maman t'aime depuis toujours. Là-haut dans le ciel si grand. Comme un diamant scintillant. Brille, brille, petit cœur. On ne sera jamais ailleurs. » Alors qu'Emma s'endormait paisiblement dans les bras de sa mère, Victoria fit une promesse silencieuse à tous les enfants encore perdus dans des systèmes conçus pour séparer plutôt qu'unir. L'histoire d'Emma ne serait pas oubliée. Son courage continuerait d'éclairer le chemin pour ceux qui cherchent encore à rentrer chez eux. Parce que parfois, des miracles arrivent. Parfois, l'amour gagne. Et parfois, une simple question, je peux manger tes restes, peut changer de vie à jamais. Victoria Sterling avait retrouvé sa fille. Emma Sterling avait retrouvé sa mère. Elles avaient trouvé leur famille. Et elles étaient enfin, vraiment, entièrement, chez elles.